Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à cette autre causerie vespérale, naturellement comme tous les soirs sur Info TV, avec nos invités et bien entendu vous qui participez à ces échanges à travers vos différents messages WhatsApp et SMS. Aujourd'hui, on a évoqué la question de l'expulsion de ces Camerounais du côté de la Guinée équatoriale. Souvenez-vous, le 21 avril dernier, une alerte annonçait pratiquement l'expulsion d'environ 231 Camerounais pour les motifs qui sont diversement interprétés et qui changent d'un document à un autre. La diplomatie camerounaise a réagi avec la convocation de l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Cameroun, au ministère des Relations extérieures, pour échanger sur cette question. Ce n'est pas la première fois qu'on parle d'expulsion de Camerounais de la Guinée équatoriale. Au-delà des faits, y a-t-il des questions qui jusqu'à présent n'ont pas été posées qui pourraient expliquer cette situation? Est-ce que cette situation a un impact sur la diplomatie entre le Cameroun et la Guinée équatoriale? Est-ce que la CEMAC n'est pas en train d'exposer ses faiblesses, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la libre circulation des personnes et des biens et l'intégration souhaitée dans la sous-région? On ira au-delà des faits, et des raisons de ces différentes expulsions pour encadrer justement ce sujet d'actualité. Et pendant que nos invités sont en train de s'installer, on va les accueillir en disant un seul mot sur cette décision du ministre de l'administration territoriale concernant les gros bras, c'est bien écrit, gros bras, qui ne doivent plus opérer dans le cadre des déguerpissements et autres opérations suite à des décisions judiciaire. Cyril Massimfa est d'ailleurs juriste. Il est directeur de publication. Cyril, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à tous mes co-discutants, bonsoir aux millions de téléspectateurs et d'internautes qui nous suivent à travers le monde. Alors, quel regard sur cette sortie de Paul Atangandi concernant les gros bras? Oui, Jean-Jacques Zé, je crois que depuis ça, on est entré au gouvernement. Monsieur Atangandi, ministre de l'administration territoriale, a rarement pris des décisions aussi salutaires, même si elles sont salutaires et qu'il faut questionner les motivations qui d'ailleurs me semblent politiques à la veille d'une élection présidentielle cruciale au Cameroun, comme celle que nous attendons si le calendrier électoral est respecté en octobre prochain. Cette décision viendra régler un certain nombre de problèmes dans l'opérationnalisation des descentes, que ce soit des descentes des commissions consultatives chargées des immatriculations foncières, que ce soit pour l'exécution des ordonnances de justice, par exemple les déguerpissements ou encore les suppressions d'ouvrages. Ça veut dire qu'on a constaté, il lui a été rapporté que des individus sans matricule, ne jouissant pas des prérogatives de puissance publique, n'étant pas force de maintien de l'ordre ou alors force de défense et de sécurité, se retrouvaient sur le terrain avec la documentation de la justice camerounaise pour faire exécuter les dispositions, les teneurs de ces actes judiciaires-là. Donc c'est bienvenu cet acte administratif qui est unilatéral. Il peut faire grief pour certaines personnes, mais le contexte, vraiment, il est apprécié à sa juste valeur. D'accord, vous avez parlé du contexte politique, que c'est un acte également qui pourrait avoir une connotation politique. Comment est-ce que vous interprétez cela? Oui, parce qu'il faut bien mettre à l'actif du champion du RDPC son gros bras qui animent ou alors qui sont vigiles dans quelques snacks bars Yaoundé à Douala. On va leur dire bon, j'ai du boulot pour toi demain, allez viens, on va déguerpir tel ou tel ou tel ou tel. Ce sont des personnes sans matricule qui ne sont pas compétents et c'est là pour avoir des conséquences graves sur la cohésion sociale, sur la paix sociale. D'accord. Il faut dire que le MINAC s'adresse justement au commandement pour attirer leur attention, préfet, sous-préfet et gouverneur, sur des pratiques qui se passent dans le territoire de compétences et qui mettent en scène justement ces pratiques-là, ce qu'on appelle au Cameroun les gros bras. Dieudonné Teddy, c'est le président national du PDC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et de tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Bonsoir aux Camerounais du Congo, du Nigeria, de la Centrafrique. De la Guinée équatoriale aussi. La Guinée équatoriale et ceux qui sont actuellement en Tunisie, en Égypte et en Algérie.
D'accord. Alors, vous êtes au courant du phénomène des gros bras. Vous pensez que la sortie du MINAT peut être salutaire, elle est utile, elle a un sens? En fait, il est plutôt dans la maîtrise des questions de maintien de l'ordre. Oui. Et c'est pas parce que vous avez une décision de justice que vous allez aller chercher le cousin qui a du biceps, qu'il a fait dans je ne sais pas quel genre d'arts martiaux, pour venir porter les choses des enfants et jeter dehors, jeter les enfants à la rue. Vous savez, Hitler a commis les actes qu'il a causés en son temps parce que tout petit, il a été expulsé de la maison avec son père et sa mère à cause d'un banquier. Les enfants n'oublient pas souvent. Il a parlé de gros bras concernant l'exécution des décisions de justice. Il y a d'autres gros bras ici à Yaoundé qui jouent le guet-apens. Dès qu'une moto passe un peu, on l'arrache, on le traîne, parfois on le porte même avec sa moto. Et ça, ce sont les maires. Donc, il ne faudra pas que le ministre de l'administration territoriale... Je viens de vivre une scène, il n'y a même pas 15 minutes, à quelque part d'ici, où pratiquement le propriétaire de la moto a été porté avec sa moto, tranquillement. Il ne faudra pas que le ministre de l'administration territoriale agit en chevalier solitaire. Il faut les officiers de police à compétences spéciales qui peuvent descendre partout, accompagner et étendre à d'autres éléments de force de l'ordre. Au cas où ils trouvent toujours des résistances qui ne sont pas à la hauteur, ils se replient carrément vers la justice. Je pense que on a l'habitude de dire on n'est pas plus fort que l'État. Quel que soit le cas, l'État a des instruments. Non, on dit que les policiers et les gendarmes compliquent tout. Quand vous partez les solliciter, ils n'ont pas de carburant, ils n'ont pas d'argent, il faut mettre un véhicule à leur disposition, ça devient assez compliqué. Bon, je ne pense pas que ce soit moins compliqué que les gros bras, plus compliqué que les gros bras. Les gars sont prêts à tout. Les gros bras là ne font pas cette mission gratuitement, hein. Oui. Ils sont également achetés. Donc bref, en quelque sorte, M. Atanga, je voudrais que on respecte la loi et qu'on reste dans les canaux d'une république. Parce que là, c'est déjà, tous ces comportements-là entrent dans l'anarchie. Oui. Et la justice, non, quand la justice rend sa décision, que l'application, ça va toucher déjà le domaine d'Atangangé qui est l'ordre public. Et l'ordre public est préventif. Donc, lorsqu'il demande d'arrêter ça, c'est pour qu'on ne se retrouve pas tout le temps en train de courir après l'ordre public. Et donc, après, personne n'est responsable. Personne n'est responsable. Donc, je pense que c'est bienvenu. Bon, maintenant, je ne vais pas laisser sans dire quelque chose sur ceux qui sont derrière les motos. Bon, je ne dirais pas forcément comme Cyril qu'il faut absolument que le Mindevel puisse intervenir. Je dirais que le Mindevel, effectivement... C'est la tutelle de mairie. Non, c'est la tutelle de mairie. Je ne pense pas que... Vous savez, lorsqu'on parle du désordre, lorsqu'il y a un désordre qui est commis, c'est déjà le MINAT, c'est l'ordre public. Le Mindevel ne peut pas sortir les tests pour demander qu'on laisse peut-être fonctionner les motos dans la ville, dans l'illégalité. Donc, c'est plutôt de l'autre côté où on sent qu'il y a trouble à l'ordre public qu'on peut demander de modérer, encore moins qu'aujourd'hui, on a publié déjà autant de tests sur la police municipale. Donc, chaque commune aujourd'hui est en train de régulariser parce qu'il était question de régulariser. Pour le moment, c'est l'action des ninjas. Pour le moment, qu'on puisse, il faut qu'on le dise assez, c'est un peu modéré. Même ils ne sont pas encore partis de la route, mais c'est un peu modéré. Et si on vous explique un peu l'histoire de ces gens et ce qui se passe là entre eux et les motos, par moment, c'est au-delà, n'est-ce pas, de compétences même du maire, parce que le maire n'envoie pas généralement la police municipale pour aller traquer les motos de toute façon. Mais par contre, cette police arrive et tisse des complicités avec certains conducteurs de motos. Et par moment, oui, vous voyez, c'est certaines discussions hors normes qui sont en cours pour que vous voyez sortir les attrapes de gauche à droite. D'accord. Mais je pense que c'est gérable. C'est gérable. Oui. Un peu de sensibilisation. Avec les formations qui sont en train de se faire, je crois qu'on va maîtriser ce côté-là. C'est un côté très très difficile. Les motos sont un peu comme les abeilles. Mais on réussit quand même progressivement.
les vannes des abeilles au Cameroun. Je me dis que peut-être avec un peu plus d'humanisme et de bon sens du Vatican, il a quand même vu tout un pape boucher. Et puis, je me dis qu'il a pris, il est rentré avec cette vous comprenez que quand ils jaillissent de partout, ce n'est pas toujours évident. Ça, et puis nous saluons généralement aussi les syndicalistes et les syndicalistes de motos qui font aussi un travail les motos ont défilé vendredi pour dire qu'ils soutiennent le président Paul Biya devant le palais de Verre. Encore moins que ce sont des Camerounais, ils peuvent s'organiser et le faire. Il n'y a rien de mauvais. De diapason sur le président. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, le regard de journaliste sur cette sortie de Paul Atangandi contre l'utilisation des gros bras dans des actes qui ne devraient pas intégrer justement cette corps dit étranger. Oui, je vais partir de ce que vient de dire Benoît pour dire que il a cité les gros bras, il a cité les motos, mais sans dire les parrains. Les motos, la marraine était bien connue, c'était Françoise Foni. Et les gros bras, le parrain est connu, c'est Gilbert Timérouna. Donc, si le président du RDPC a reconnu les motos taximens comme un métier, il faut qu'il reconnaisse également les gros bras comme un métier. Il risque d'avoir deux poids, deux mesures et de mésentente au niveau du RDPC. Donc, pour revenir au sérieux maintenant, disons que il était temps, parce que j'ai vécu plusieurs actions à plusieurs endroits où vous arrivez, peut-être vous êtes dans votre véhicule, vous avez quelques soucis avec peut-être une autorité ou une personnalité ou même une personne ordinaire. Vous pouvez m'avoir des problèmes avec votre épouse qui part requérir des gros bras. Oui, j'ai vécu plusieurs cas. Et quand ces gars arrivent, ils mettent du désordre et ils s'en vont. Ils ne causent pas. Donc, ils s'en vont. Vous n'avez même pas l'identité de qui est venu. Est-ce qu'ils exécutaient un ordre? Est-ce que c'était des assassins? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Vous n'avez rien. Et ce désordre a beaucoup duré. Et je pense qu'il est temps que des choses comme ça s'arrêtent. J'ai vécu des cas où des gens arrivent, vous êtes dans la maison, ils commencent à casser, vous êtes à l'intérieur, ils commencent à casser partout. Qui sont-ils? Qui les envoie? Vous ne savez pas. Parfois, ils viennent la nuit, quand peut-être ils disent, soi-disant, la justice n'a pas été de leur côté, quelqu'un va les requérir. À 5 heures, vous trouvez seulement que votre boutique, votre maison est démolie. Ce sont des choses qu'on ne peut pas avoir dans une république normale. Ça ne devrait pas exister. Et je pense que celui qui en parle, c'est de quoi il parle et qu'il a compris que des dégâts sont plus importants que peut-être les récompenses qu'on aurait pu attendre de ces actions. Et il n'y a pas autre chose pour arrêter ce genre d'actes avant que le temps ne s'arrête. D'accord. On a expulser ou alors supprimer les ouvrages ou déguerpir, l'huissier de justice ne peut pas le faire. Il va requérir un certain nombre, une main-d'œuvre pour pouvoir y arriver. Mais avant, ce qu'il faut comprendre, c'est que très souvent, il y a une décision qui est rendue, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée et de force de choses jugées. Donc, elle passe, n'est-ce pas, à ce qu'on doit l'exécuter. Très souvent, on saisit un huissier qui va servir un commandement pour que la personne s'exécute. Il y a d'abord là un problème, Jacques, parce que la plupart des cas, vous allez vous rendre compte que les citoyens n'aiment pas s'exécuter promptement. Oui. Et lorsque vous ne vous exécutez pas promptement, vous savez comme moi que nul n'est au-dessus de la loi. Il faut bien qu'on exécute. Parce qu'une décision de justice n'a de sens que dans l'exécution. Si une décision de justice n'est pas exécutée, alors elle ne sert à rien du tout. Et très souvent, lorsqu'on sert le commandement, vous ne vous exécutez pas, il faut passer à ce qu'on appelle l'exécution forcée. L'huissier va donc descendre sur le terrain. Et là, s'il faut déguerpir, si c'est un immeuble autre, il va requérir un conducteur d'engin forcément. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'huissier descend sur le terrain, déjà lorsqu'il se rend à l'évidence que de l'autre côté on ne veut pas s'exécuter, il fait recours au procureur de la République pour qu'il puisse lui doter de l'assistance de la force publique. C'est comme ça que ça se passe. Le problème des gros bras intervient pour moi ici à quel niveau? Parce que même lorsque la force publique est là,
c'est pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incident, c'est pour veiller à ce que l'exécution se passe très bien. Mais si c'est une expulsion, Jean-Jacques, dans un immeuble, vous vous imaginez, il faut bien peut-être qu'on porte des choses pour mettre dehors. Parce que nous sommes dans le cadre de l'exécution forcée. Parce que vous ne vous êtes pas exécuté promptement. Donc, je me dis que dans ce cadre-là, peut-être l'intervention des groupes... La loi donne l'autorisation à l'huissier de solliciter les forces. Exact. Il paraît que ce n'est pas clairement indiqué que ça doit... La constitution est claire. Il y a énumération des questions qui ressortissent au pouvoir réglementaire. Il a interpellé le RDPC. Il y a toutes questions, les questions qui ne ressortissent pas au champ législatif ressortissent au pouvoir réglementaire, c'est-à-dire le président de la République, le Premier ministre. Donc, on peut prendre des actes administratifs unilatéraux pour édicter les normes d'encadrement de certaines situations qui ont échappé au législatif. Deuxièmement, il faut dire que le rôle ici, j'insiste que la sollicitation par un huissier de justice territorialement compétent pour les forces par exemple, la police ou la gendarmerie, ils ont le rôle d'encadrer. Vous avez parlé de ceux qui vont... Vous pouvez prendre une entreprise, une société de déménagement, mais tous doivent être sécurisés par les forces de maintien de l'ordre. Sauf qu'une société de déménagement n'a pas compétence pour exécuter une décision de justice. Parce que si nous sommes dans le cadre de l'exécution de justice, une société de déménagement... Ils viendront avec le gros bras. Voilà. J'ai parlé et on va se retrouver au niveau du pouvoir réglementaire. Et tout à l'heure, là, pour la question que vous venez de poser, Jean-Jacques, il faut dire que le Cameroun devient de plus en plus une poudrière. Nous avons des jurisprudences. Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso, 96, 97, ou des sociétés de gardiennage qui bénéficiaient des autorisations administratives qui étaient légalisées, comme on dit souvent, au quartier. C'était érigé en des milices. Ils ont commis toutes sortes de bavures, d'infractions, et ça a beaucoup coûté la vie au peuple congolais. Donc aujourd'hui, je crois que l'État est en train de reprendre quand même la main sur l'encadrement, le contrôle des sociétés de gardiennage. Parce qu'il y a des sociétés de gardiennage au Cameroun qui se sont révélées être des incubateurs de gangs, de bandits. Puisqu'ils ont un minimum de matériel, vous savez, il y a des armes de première, deuxième, troisième catégorie, ainsi de suite. Même avec des goudins, ils se sont retrouvés en train de commettre certains actes peu orthodoxes. Donc aujourd'hui, il faut revoir cela, il faut mettre du sérieux là-dedans, parce que ce que nous voyons sur le terrain, c'est pas bon, Jean-Jacques Zé. C'est pas bon, c'est pas du tout bon. Vous avez une décision de justice, des gens arrivent et vous disent, bon, il faut éduquer les Camerounais sur... l'État, l'autorité de la justice doit être restaurée. On vous dit, bon, ça c'est votre décision, c'est votre ministre qui a signé, c'est votre MINCAF, c'est votre MINAT, c'est pour vous là-bas. Nous, ici sur le terrain, nous veillons, nous sommes sur nos gardes, il n'y aura aucune exécution. Et là, on laisse faire. Pourquoi? Parce que généralement, lorsque vous relancez les autorités, on va vous dire, bon, nous avons fait ce que nous devrions faire. Ça devient un autre marché avec la corruption ambiante que nous avons dans nos administrations et tout, et tout, et tout. Déjà que pour requérir à cette force-là tout à l'heure, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas du carburant, ils n'ont pas, il faut payer les frais. Parfois d'autres évoquent même encore la fameuse expression ministère public qu'on a même créé dans des unités qui n'a aucun sens, mentionné nulle part. Non. Les frais du ministère public, c'est mentionné. Okay. Ce n'est ni dans le code de procédure pénale, ni dans le code pénal. Donc, c'est du banditisme de certains agents de forces de police et de gendarmerie. Je crois que l'État doit sévir avec beaucoup de rigueur sur ces questions d'opérationnalité de l'exécution des décisions de justice et même des décisions administratives. C'est-à-dire que des sous-préfets prennent des décisions ici, on le voit dans les litiges fonciers, sur le domaine national. Ils demandent à ce que la parcelle rentrant dans le domaine national, par exemple de première ou deuxième catégorie, ne soit ni occupée ni exploitée avant que le fond du dossier ne soit vidé. Mais des gens occupent, des gens érigent des barricades en matériaux définitifs, ainsi de suite. Et puis, c'est l'État qui est montré défaillant.
D'accord. Alors, oui, Président, très rapidement, bonjour à tout le plateau. La vérité, c'est qu'ils ont peur que ces gros bras peuvent se retourner contre eux demain. Le climat social au Cameroun étant explosif à tout moment, ces gros biceps peuvent s'acharner contre ces grands et ces ministres. Donc, pour moi, c'est de l'enfumage de la part du ministre. Après les élections, on va oublier tout cela. Wesley Denis, depuis Simalène. La peur n'est pas seulement d'un seul côté. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré les gros bras. Vous tiendrez un autre langage. Il y a des victimes même sur ce plateau. Oui, Président. Je voulais faire observer que la plupart de ces gros bras sont en fait les égarés d'un système que l'administration a négligé. Quand vous observez de près, vous vous rendez à l'évidence que la plupart de ces gros bras ont été utilisés par des sociétés de gardiennage, dont je ne vais pas faire la publicité sur vos antennes ici. Ouais. Ils ont été licenciés en masse pour des fautes qui ne représentent pratiquement rien et les droits ne sont pas liquidés au niveau de l'inspection du travail. Donc quand on parle de gros bras, il faudra que le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale donne des instructions fermes à ses collaborateurs inspecteurs du travail pour que les droits de ces derniers soient liquidés dans les délais et éviter les dérives que nous avons. Malheureusement, si le ministre Atangandji fait une analyse profonde, il va se rendre en évidence que certains de ses amis politiques sont parfois les parents et les promoteurs de ces entreprises qui recrutent les gros bras. Donc du coup, il est important d'avoir un œil assez rigoureux sur cette question de gros bras, parce que vous évoquez le cas Pascal Ishiouba Sassou Nguesso en 1997 au Congo. Il se trouve aujourd'hui que ces gens détiennent du matériel de qualité. Il faut même la protection rapprochée. C'est ce qui avait inquiété au Cameroun les députés à cette époque-là, lorsqu'on a demandé de les désarmer pratiquement, de leur imposer la fameuse tenue jaune pour qu'on puisse au moins les identifier. Parce qu'à certains moments, ils avaient... Sauf que la tenue jaune, aujourd'hui, ce sont les plus petits éléments qui sont envoyés dans les banques. Il y a une autre équipe spécialisée des gros bras qui sont formés pour la protection rapprochée des escortes, que quand vous rencontrez, vous comprenez que vous avez affaire aux forces spéciales. Et donc, du coup, il est important que le ministre Atangandji ne se limite pas au menu frottin qu'on voit... Parce qu'on voit certains ministres avec leur garde-corps régulier, mais à côté, il y a des gens avec des tenues bizarres, on ne comprend pas beaucoup, mais qui sont là, qui ont été recrutés comme ça. C'est là que je disais tantôt, Jean-Jacques, que c'est un métier. C'est un métier qui est né et moi j'ai connu des gens qui étaient nés comme moi, qui sont rentrés dans l'apprentissage, qui sont devenus ils sont devenus des gros bras et la demande est effectivement forte, que ce soit au niveau des boîtes de nuit, des bars, en tout cas à tous les niveaux. Des gens qui organisent des événements en ont besoin pour mettre de l'ordre et même des personnalités. Comme vous l'avez évoqué ici, si vous regardez autour des personnalités, il y a la garde reconnue, qu'on peut appeler la garde républicaine, mais maintenant il y a sa garde privée. Ce sont des gens, son dernier carré de protection qui n'ont rien à voir avec l'administration. Cela voudrait dire que même au niveau de l'administration, les personnalités n'ont pas suffisamment confiance en ceux qui les gardent régulièrement. Ils ont plus confiance ceux qui sont... C'est les déménageurs. Voilà, les déménageurs qui sont le dernier carré de leur sécurité. Donc c'est un métier, moi je pense que c'est pas la peine qu'on dise aujourd'hui que peut-être on peut créer, on peut décrier ici les exactions, mais je pense qu'il faut réguler. C'est un métier qui est né et qui n'est pas seulement au Cameroun, il est partout. Aux États-Unis avec Donald Trump. Je voudrais dire quand même, contrairement au président, que les gros plans ne sont pas nécessairement les licenciés d'une société X ou Y. Vous savez, le gros bras, c'est qui? Le gros bras, c'est des personnes comme nous qui font beaucoup de sport et puis sont très forts. Et puis on peut les chercher dans les camps tout à fait réguliers. Dans chaque quartier ici, surtout dans les bas-fonds du quartier, il y a des clubs de culturisme. Les gens font la paraphilie, les gars font... On va au recrutement dans l'armée. On va au camp de l'unité les prendre. Donc le gros bras, je ne pense pas que c'est pas une organisation en tant que telle, c'est tout simplement que dans chaque coin, on sait qu'il y a des forts. Donc dans chaque quartier, on sait qu'il y a des forts à tel enseigne que quand ça ne va pas, les
À une époque, ça me aussi en route avec le couteau électrique. La vérité, c'est que la société est dynamique. Absolument. La société est dynamique. C'est ça parce qu'il faut appeler ça un métier, mais comme ça ne permet pas que telle grande école privée ou quoi forme des militaires ou des policiers ou des administrateurs civils. Ça rentre dans le domaine réservé de l'État. Donc l'État peut former des agents de sécurité privés. Et puis, ils ont des autorisations, ils ont comme, je ne sais pas quoi, des diplômes, et ils sont agréés et ils prêtent serment pour travailler. Ailleurs, ça se fait. Donc nous pouvons le faire ici au Cameroun. Alors, je crois que c'est clair. Monsieur Maître a parlé d'un nouveau métier du côté des funérailles, des professionnels bien habillés. Si vous vous agitez beaucoup, qui parce que vous n'avez pas eu Jean-Jacques, il y a un gros bras qui va vous remettre à votre sauf que la Constitution étant une infraction, on ne peut pas organiser. Qui ont commencé avec les gros bras. Puisque, il faisait protéger les chacun de ces filles a un numéro, elles n'ont pas les globes. On va vous imposer. En fait, j'étais à la suite de mon copanéliste, Cyril, il se trouve que cette activité peut servir même pour la sécurité nationale. Il y a ce qu'on appelle les security services. Oui. On peut aménager ce service de façon particulière pour que certaines missions en matière de sûreté intérieure et extérieure de l'État, où nous n'avons pas, pour les raisons de convention internationale, les moyens d'agir, que ces gars soient mis à contribution pour pouvoir intervenir au-delà de nos frontières. Tout est dans l'organisation. Tout est dans l'organisation, la régulation, parce qu'on le voit également avec nos sociétés de comment ils appellent, autodéfense. On voit également comment parfois ils deviennent encore plus dangereux. Voilà. Les sachets, la sécurité est assez organisée comme ça. Voilà, on a tout vraiment. Elle est assez organisée. Alors on tourne la page avec la lecture de ce communiqué qui retrouve un peu ce que Benoît disait tout à l'heure à l'entame de l'émission. C'est un communiqué radio-presse venant du chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour le centre, Gilbert Timi Evuna, le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour le centre, le camarade Gilbert Timi Evuna. Ils ont écrit camarade, donc celui qui va lire, qu'il soit du parti ou pas, il va lire camarade. Vous comprenez, les communiqués qui écrit, donc porte à la connaissance des militants et sympathisants du RDPC que le vice-premier ministre, secrétaire général du comité central du RDPC, M. Jean Koueté, effectuera une visite de travail dans la région du centre le mercredi 30 avril 2025. À cet effet, il invite l'ensemble des militants et sympathisants du RDPC, élites et forces vives de la région du centre à bien vouloir massivement prendre part au meeting qui sera organisé pour la circonstance ce mercredi 30 avril 2025 à l'esplanade d'honneur de l'hôtel de ville de Yaoundé à partir de 11 h. La présence de toutes et de tous est vivement souhaitée. Signé le chef de délégation permanente régionale Gilbert Timi Evuna. L'événement, c'est demain. Ouvrons donc le sujet consacré à ces expulsions des Camerounais du côté de la Guinée équatoriale. Vous voyez bien que le titre mentionne bien au-delà des faits. Et il y a des téléspectateurs qui n'ont pas attendu qu'on aborde la question pour déjà participer. Bonsoir le plateau. Avez-vous entendu que les Gabonais ont été chassés en Guinée équatoriale? Point d'interrogation. Venez voir le comportement de vos compatriotes ici. Vraiment, ça laisse à désirer. J'ai été à Douala et Yaoundé. Je n'avais jamais vu et entendu un tel incivisme et écart de langage. C'est Hubert depuis Port-Gentil au Gabon qui semble dire que les Camerounais, vraiment en matière d'incivisme, lui laissent tout simplement peur de ce qu'il voit et de ce qu'il vit. Bonsoir à vous sur le plateau. À plus d'une semaine aujourd'hui, vous ne faites aucun débat sur votre plateau. L'attitude des taximens camerounais exerçant au Gabon en voulant faire une épreuve de force de cette activité où au Cameroun, aucun Gabonais ne peut faire taxi. Et merci John Don, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Qu'on a quand même suivi cette actualité venant du Gabon où des taxis auraient été saisis
le message vient également du plus 241. Je crois que ça vient aussi du Gabon. Le temps qu'on puisse avoir toutes les informations irrelatives, je crois qu'on abordera la question. Alors le problème est très profond. La faute revient à nos sous-préfets qui conseillent souvent certaines personnes qui ont beaucoup de moyens d'utiliser les gros bras pour aller brimer les villageois pour des problèmes fonciers dans les villages. Je vous parle en connaissance de cause parce qu'on a subi ça. Dans mon village, nul n'a été la détermination de tout le village et les gros bras venus de Yaoundé ont eu chaud et sont rentrés. On avait opposé la force physique pour les chasser, y compris l'adjoint au sous-préfet qui avait déjà pris l'argent d'un oncle qui sortait des États-Unis. C'est signé Vogo. Merci de nous dire que c'est des faits qu'on vit dans nos différentes sociétés. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de messages qui viennent du Gabon et de la Guinée équatoriale. On va mieux comprendre cela avec le thème irrelatif. Bonsoir à tout le panel. Le MINAT, comme à son habitude, a fait une sortie de piste. La procédure d'exécution d'une décision de justice est bien encadrée. Vous ferez bien d'inviter un huissier de justice pour vous expliquer le mécanisme. Les gros bras sont les manutentionnaires. Là, ils sont quand même là. C'est ça qu'on vous dit. Ils sont quand même là. Le problème n'est pas l'exécution, c'est l'inquiétude du MINAT. Les dérapages même posés sur le terrain. Et puis, vous savez, le boulot n'est pas assimilé à celui des forces de maintien de l'ordre. Chacun a son boulot. Et même, il faut savoir que les forces de maintien de l'ordre n'usent pas de la force en cas d'opposition. Je peux vous aider sur cette thématique. Emmanuel Nomo Mbala, ancien stagiaire dans un cabinet d'huissier, il est juriste. On est d'accord que chacun doit pouvoir jouer son rôle, mais soyons également d'accord qu'il faut mettre les garde-fous. Oui, parce que ce qui se passe sur le terrain n'est pas toujours dans le respect strict de la norme. Alors, ces expulsions du côté de la Guinée équatoriale, au-delà des faits, comment comprendre la récurrence de ce phénomène, maître? Alors, Jean-Jacques, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème de l'expulsion de nos compatriotes et peut-être d'autres pays pose le problème de l'intégration sous-régionale. C'est ça le véritable problème. Vous savez, tous les jours, la CEMAC se réunit, il y a des dispositions qui sont prises, il y a des lois et autres, il y a des règlements, mais le problème c'est au niveau de l'applicabilité. J'aimerais dire que lorsque j'étais un peu plus jeune encore, j'avais connu un président, je pense c'était le président même de la Guinée. Il était en visite au Cameroun et il devait repartir. Il devait repartir et en ce moment-là, la poste centrale était barricadée parce que ceux qui l'accompagnaient voulaient s'approvisionner. Donc le Cameroun, à l'époque, était le bassin de production, n'est-ce pas, des aliments. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème de leadership au niveau de la sous-région. Vous savez, un enfant ou alors une personne quelconque, lorsqu'elle n'a pas ou elle a peu, elle a une façon de se comporter. Mais lorsque la personne est déjà à ton niveau, ce n'est plus le même comportement. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, moi, je pense que la première chose, c'est qu'il faudrait que le Cameroun fasse tout pour retrouver sa position, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique centrale. Maintenant, il faut savoir que la diplomatie est convoquée ici. Parce que, vous savez, il y a un principe, ou alors je vais convoquer deux principes en relations internationales. Le premier, c'est le principe du non-recours à la force. Le deuxième, c'est le principe de la réciprocité. Le Cameroun pouvait bien utiliser ces deux principes-là, mais j'admire souvent la diplomatie camerounaise. Mais je me dis quand même que si le Cameroun ne peut pas convoquer ces deux principes, on aurait dû peut-être, ça c'est les autorités qui apprécient, peut-être ici, parler déjà quand même avec la représentation diplomatique du Cameroun, n'est-ce pas, à Malabo, pour essayer quand même de secouer notre État frère pour lui dire que vraiment, nous, il y a des compatriotes qui se sentent à l'aise chez vous, comme il y en a. Le ministre l'a fait, hein, le ministre a convoqué l'ambassadeur de Guinée équatoriale. Voilà. Oui. Donc, il faudrait quand même secouer la diplomatie. S'il l'a fait déjà, c'est une bonne chose. Et je pense que c'est très important. Parce que si vous regardez au Cameroun, quelqu'un le disait tout à l'heure dans l'un de vos messages, si vous allez en Vogada, nous avons nos frères qui viennent du Nigeria là-bas, qui sont ici, j'en connais, je suis
l'avocat de certains, ils sont ici, ils ont même épousé des Camerounaises, ils ont des terrains, ils n'ont aucun problème. Si vous allez au camp Yabassi, à Douala, vous allez vous rendre compte qu'il y en a également là-bas. Donc ici, le Cameroun prône de vivre ensemble, tout le monde se sent à l'aise ici. Il faudrait qu'on laisse aussi que dans d'autres pays de la sous-région, que nos compatriotes se sentent à l'aise là-bas. Je vais peut-être sortir avec un exemple d'une dame que j'ai rencontrée dernièrement qui m'a raconté une histoire qui m'a vraiment touché. Elle m'a dit, elle est partie s'installer en Guinée équatoriale. Elle est, je ne sais pas comment on appelle les femmes qui font la beauté là, esthéticienne. Alors, elle est tellement compétente dans le domaine que elle, lorsqu'elle a ouvert son salon, elle a été sollicitée pour la formation. Alors, elle s'est arrêtée à constater qu'elle est sollicitée pour la formation, mais c'était sans compter du fait qu'après qu'elle ait formé un bon nombre de personnes, on a dit tu peux partir. On lui a dit tu peux partir. Sans façon. Donc, moi, je pense qu'il faudrait déjà que le Cameroun retrouve sa place dans le leadership au niveau de la sous-région. C'est très important. L'autre chose, c'est qu'il faudrait qu'on puisse mettre en œuvre l'application des lois sur l'intégration de la sous-régionale, la libre circulation des personnes et des biens. On peut se sentir à l'aise au Cameroun, on peut aller en Guinée équatoriale, au Gabon, en Centrafrique, se sentir à l'aise là-bas, si on remplit les conditions, parce qu'il faudrait aussi dire que lorsqu'on s'installe dans un pays, il faut respecter les lois et règlements de ce pays-là. C'est fondamental. Il faut respecter le titre, avoir le titre de séjour de ce pays-là. Il ne faut pas seulement dire qu'on a été expulsé, il faut vérifier si on est en règle dans ce pays. Quelle lecture? Mise en place des projets intégrateurs dans la sous-région Afrique centrale qui permettent de relever le niveau de vie des citoyens de la CEMAC. D'Afrique centrale. Voilà, parce qu'il y a quand même cette citoyenneté sous-régionale qui doit ancrer dans les mœurs et dans le vivre ensemble dans la sous-région. Ça fait que on avait institué un programme de réformes économiques et financières qui aujourd'hui connaît un échec quand même assez cuisant parce que de beaux discours, de belles annonces, mais dans l'applicabilité, je reviens sur l'expression applicabilité de maître, ça n'a pas suivi. La libre circulation des biens et des personnes, c'est récemment qu'on a levé l'obligation de requérir un visa dans la sous-région Afrique centrale. Pourtant, on en parle depuis 20 ans. Je crois que ça fait qu'aujourd'hui, il y a des barrières. Il y a des barrières culturelles, il y a des barrières tarifaires, il y a des barrières non tarifaires qui représentent encore un obstacle pour la libre circulation des biens et des personnes. Parce que les obstacles commencent même à l'intérieur de l'État avant de traverser. Vous-même qui êtes Camerounais, levez-vous un matin, vous dites que vous allez à la Bataou, à Malabo, vous appropriez quelques canettes, des liqueurs. Vous verrez que vous avez des contrôles à l'intérieur. C'est pour ça que généralement, vous voyez ce que les Camerounais font. Non, j'ai un frère gendarme, j'ai un frère officier de police, il va aborder ça. Il va s'asseoir dans le véhicule et nous irons. Ça n'a pas de sens. Et lorsque vous arrivez de l'autre côté, vous trouvez que ce qui est fait là-bas est différent de ce qui est fait ici chez vous au Cameroun? Non. Ça doit commencer à l'intérieur. Donc, il y a, pourtant, ces États ont signé en 2013 un protocole additionnel sur la libre circulation des biens et des personnes et tout, avec beaucoup d'avantages que cela présageait. Mais aujourd'hui, je vous dis, Jean-Jacques Zé, que c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Et il a parlé ici comme d'un sursaut. La Guinée équatoriale s'est un peu surprise de cette émergence-là, qui lui a donné un peu cet orgueil, le toupet-là, de faire du Cameroun ce qu'elle veut. Et je crois que c'est un pays qui s'est développé de façon spectaculaire. Là, il faut saluer les autorités de Guinée équatoriale. Ils ont fait ce que nous, on n'a jamais pu faire au Cameroun, surtout en 43 ans d'ailleurs. Donc, ça fait que le ministre des Relations extérieures, qui le 25 avril dernier a convoqué l'ambassadeur équato-guinéen, devrait davantage prendre les dispositions. Ils ont mis en place une plateforme de concertation sur la question. Nous attendons des conclusions saines, des conclusions porteuses sur la faisabilité des relations entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Et il faut également beaucoup de sensibilisation parce qu'il y a des problèmes de procédure sur le plan diplomatique. Beaucoup ne savent pas quelles sont les missions de l'ambassade et quelles sont les missions du consulat. Les ambassades gèrent les affaires d'État et les consulats gèrent les affaires de personnes, d'individus sur le plan de la civilité. Et ils ont ce problème-là. Il faudrait que
la diaspora soit régulièrement formée par des équipes du MINREX sur leur attitude, sur leurs conditions, leurs conditions dans un État étranger, comme c'est le cas aujourd'hui avec la Guinée équatoriale. C'est la Guinée équatoriale qui est présentée par beaucoup comme le grand méchant. Président, est-ce que c'est la bonne image, c'est la bonne interprétation de ce qui se passe? En fait Jean-Jacques, c'est un acte Rio del Rey. On va puiser tout le pétrole. Vous n'exploitez pas le vôtre. Oui. donc, du coup, mais ceux qui s'enorgueillissent, c'est ils exploitent un peu. Voilà. Il est important aujourd'hui, pour faire sérieux, que nos ambassadeurs et nos consuls arrêtent de rester dans les bureaux. Parce que si vous demandez au consul ou à l'ambassadeur en Guinée, au Gabon, je vous dis, j'ai reçu un compte rendu avant d'entrer dans ce plateau. Si vous leur demandez quel est le nombre de Camerounais présents dans ce pays, ils ne vous donneront pas. Mais ils vont pas les chercher. Le réflexe quand on arrive dans un pays étranger, c'est d'aller au sa représentation. Tu vas te déclarer. Jean-Jacques, les gens entrent par les champs. Sauf que l'ambassadeur de Cameroun, par exemple, puisqu'on est dans le même cas, en France, et le DCC, qui était ambassadeur en France également, avait l'habitude d'aller au contact, de sortir de ses bureaux pour aller au contact des différentes associations des Camerounais sans distinction de tribu. Ça, j'ai reçu le compte rendu quand j'entrais dans ce plateau. Donc, il est important qu'ils sortent des missions classiques pour se rapprocher des Camerounais. Nous n'encourageons pas également nos compatriotes. Il faut déjà sensibiliser vos compatriotes. Oui. Donc, du coup, nous n'encourageons pas nos compatriotes à aller là-bas aussi sans papier. Mais c'est important parce que, quelle que soit la situation avec laquelle vous êtes arrivé à l'étranger, vous êtes d'abord Camerounais. Il faudra mettre ce point de dialogue assez important entre nos missions diplomatiques et nos compatriotes. Parce que parfois, vous voyez qu'il y a comme une relation de méfiance entre une certaine diaspora et les ambassades et les consulats à l'étranger. Donc il est important qu'il y ait un dialogue assez important. Et pour revenir sur le cas de la Guinée équatoriale, nous n'allons pas continuer à nous laisser marcher dessus de cette façon. Et il faudra que nos compatriotes respectent aussi les lois de ces pays-là. Parce que vous avez vu des gens mettre les bières et le whisky dans les cercueils. C'est des comportements qui sont inacceptables. C'est des comportements qui sont inacceptables. Maintenant que notre gouvernement rappelle l'ambassadeur en Guinée équatoriale, au Gabon, ils ne sont pas assez nombreux, qu'ils comprennent que nous sommes mayanimes. Ils épousent nos sœurs, nos frères les apportent beaucoup de richesses et ils doivent nous respecter dans le cas des relations que nous avons ensemble. D'accord. Le respect doit être de mise. Nous sommes un grand pays. Bonsoir Jean-Jacques. Vous m'avez ce message. La problématique de la Guinée équatoriale est très complexe. C'est un pays qui se comporte comme une courte femme. Il n'aime pas rester sans qu'on ne parle des courtes femmes. Par ailleurs, ce pays a le complexe d'un ancien riche. Que les moyens sont finis. Il veut se rappeler de l'ancienne époque, là où il crachait sur tout le monde. Dans le cas du Cameroun, aucun ressortissant n'est mal accueilli comme le Camerounais. Les autres peuvent arriver tranquillement, mais quand c'est le Camerounais, ça devient mauvais. La preuve, le dernier rafle, seuls les Camerounais ont été rapatriés. Pourquoi cet état d'esprit du Guinéen vis-à-vis du Cameroun? Quand ton petit frère, à chaque fois, te manque de respect, au moins une fois, gifle-le pour qu'il comprenne que c'est toi l'aîné et que tu peux faire plus. En tout cas, on n'ira pas à la gifle, mais on comprendra l'esprit du respect. Dans un an, la Guinée va se retrouver au niveau de vie des années 80. Le pays connaît des sérieux problèmes économiques. C'est Joe qui nous envoie ce message depuis la Guinée équatoriale, le plus 240. J'espère que toi, au moins, tu n'as pas de problème de ce côté. Il faut poursuivre le message. Tu nous dis pourquoi toi, tu es un peu épargné dans ces choses-là. Bonsoir, M. Zé, et à tout ton panel. Même la Guinée nous expulse de leur territoire. Waouh! Mon pays, alors ça c'est le plus 218, on va le trouver. Mon pays, plus les années avancent, plus le Cameroun perd son charisme, mais octobre n'est pas loin. Peuple du Cameroun, soyons patients. Je vous prie de saluer M. Dieudonné Tédissé, le président, il est là, un jeune comme nous aimons. Courage, président.
je vous voterai en octobre prochain. Belle émission à vous, Thierry de Mokolo, qui est à l'étranger, qui participe également à ce programme-là. Alors, on parle d'une situation assez complexe, Benoît. Est-ce que vous comprenez la complexité de cette affaire? Est-ce qu'il faut aller à la demande forcément du respect ou à la convocation de quelques gros bras? On met tout cela entre guillemets, on ne sommes pas là. Mais comment comprendre cette situation et comment la régler? Non, je pense que le ministre des Relations extérieures a entrepris une démarche qui est salutaire et qui répond à nos us et coutumes. Parce qu'il faut dire qu'au Cameroun, nous n'aimons pas forcément la brutalité. Vous avez parlé les principes de réciprocité. Ça, sans prendre trop de hauteur, nous pouvons l'appliquer très difficilement avec un pays dont, sur tous les plans, nous nous trouvons très supérieurs à ce pays. Il serait un peu difficile. Quand nous parlons du principe de réciprocité, pas forcément que le Cameroun puisse faire comme la Guinée l'a fait. Non. Mais ce que nous disons, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui heurte le peuple camerounais. Il est quand même de bon temps que notre diplomatie puisse réagir un peu. Laissez-moi aller. Oui, je vais vous laisser. Mais nous voulons quand même que notre diplomatie puisse réagir. Par exemple, je parle, on a des frontières. Si on dit par exemple, c'est un exemple, si on dit par exemple que, ok, maintenant peut-être la frontière fermée pendant une semaine. On l'a jamais fermée. Voilà. On l'a jamais fermée. Tous les jours, on n'a jamais fermé la frontière. Je suis d'accord avec eux. Nous avons les moyens et j'ai parlé de la supériorité qui est même d'abord numérique. Parce que n'oubliez jamais que la Guinée, dont nous faisons allusion, a une population d'environ 2 millions. Alors, sous le fait, il y a des pays aussi qui n'ont pas... d'accord avec nous. C'est très important. Notre leadership en Afrique centrale est contesté par la Guinée. Je suis en train donc de dire qu'on a mis un cadre de concertation en place. Et c'est la meilleure manière de résoudre un problème. Nous n'ignorons pas que même la Convention de Vienne de 61 est assez claire sur les relations entre États. Et que ce soit dans une région ou dans une sous-région, un État reste un État. Donc, quand il pose un acte, on ne peut pas s'affoler dans la recherche des solutions. Ici, en 2022, je vais vous raconter une anecdote pour que vous compreniez un peu la complexité de ce problème. Pendant que le recensement se faisait encore, ça veut dire, on fait le recensement, on est déjà à environ 300 Camerounais. Mais lorsqu'on entre encore dans la vérification, on ne retrouve plus les 300 Camerounais. Parce qu'entre-temps, certains ont utilisé d'autres voies pour regagner le territoire. Pour dire que lorsque vous voyez l'État prendre ce problème avec beaucoup de sagesse, en entrant plus en profondeur, sans s'affoler comme je suis en train de dire, c'est parce que quelque part, il faut d'abord éclairer toutes les zones d'ombre. Nous avons parlé ici des Camerounais, de nos frères qui vont à l'étranger sans prendre un certain nombre de dispositions, à telle enseigne que lorsqu'ils se retrouvent sur le territoire peut-être guinéen, il est parfois difficile à l'ambassade de savoir que nous avons exactement une population qui monte à tel dans le territoire. Et lorsqu'il y a un problème, j'ai que cité 2022 ici, où en 2022, tout ce qui a été expliqué n'était pas, on ne leur reprochait pas forcément un problème d'irrégularité. Enfin, il y a eu quand même un dérapage où certains témoignaient. Vous convenez donc avec nous que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. En 2022, ils ne sont pas toujours fondés. En 2022, donc, il y a certains qui se plaignaient d'être en règle.
Et qu'au moment où il fallait procéder aux expulsions, on ne leur donnait même pas le temps de présenter leurs papiers. Et c'est l'occasion de répondre aussi à un téléspectateur qui a écrit ici que pourquoi on fait ça seulement aux Camerounais. Je lui dis non, ils ne font pas seulement aux Camerounais, même à d'autres. Le cas de 2022, on s'est rendu compte à la frontière où on envoyait les gens en masse à telle enseigne qu'on y trouvait même les Gabonais entre les Camerounais qui étaient expulsés. C'est les dégâts collatéraux qui n'étaient pas forcément visés. Donc, jusqu'à présent, c'est-à-dire, ça ne se présente pas encore comme la chasse tout simplement à l'homme camerounais. Mais eux, ils expliquent ça dans l'esprit. Est-ce que cette chasse dans l'esprit justement de la communauté, la CEMAC doit avoir lieu? Ça ne doit pas avoir lieu. Vous savez, M. Jean-Jacques, n'oublions jamais que la libre circulation auquel nous prêchons aujourd'hui, auquel les chefs d'État ont convenu il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, de lever totalement, cette libre circulation, qu'on le veuille ou pas, va entraîner la sous-région à certains... Oui, il y a ses tares et ses avantages. Parce que nous allons nous trouver, comme je parlais de la supériorité ou du complexe d'infériorité, nous allons nous trouver avec certains pays qui aura bel et bien la libre circulation, mais qui va faire naître la xénophobie, où à un moment donné, les gens vont se dire, ils sont envahis, et puis ils vont croire que c'était viennent porter leur richesse. Le cas de notre voisin, dont nous parlons à l'heure actuelle, quand ils ont l'impression que les Camerounais, qui sont entre guillemets très envahissants, viennent porter toutes leurs richesses, ils se disent qu'ils sont un petit... Bon, s'ils ne sont même plus. Parce qu'ils se disaient qu'ils étaient un petit Eldorado avec le pétrole et que le Cameroun vient les envahir, emporter cela. Donc il va naître tous ces problèmes. Mais la seule chose, c'est qu'au fur et à mesure, la diplomatie va travailler. Et je le dis que notre diplomatie camerounaise travaille assez. Elle n'est pas comme on veut la présenter. Elle travaille, elle résout bel et bien les problèmes. Et en 2022, elle en a résolu autant. On a rapatrié les gens, mais est-ce que le problème a été réglé? Achille de Malabo, bonsoir. Il nous dit, depuis Malabo, Achille, qu'il ne signe pas les papiers à temps. Il veut parler des autorités. Non seulement c'est trop cher, plus de 600 000. Et en plus, par moment, ils disent que ce sont des faux papiers, malgré que ce soit eux-mêmes qui ont signé ces papiers-là. Avec on vous piège même avec vos propres papiers. C'est Achille depuis Malabo qui envoie ce message-là. Je pense que le problème n'est pas nos frères de la Guinée équatoriale. Le problème, ce sont des Camerounais qui ne veulent pas respecter le pays voisin. Et on connaît très bien les gens qui ont ce comportement au Cameroun. Et même ici au Cameroun, ils font la même chose en s'imposant dans les régions des autres. Vogo qui envoie ce message-là. Alors, trop de haine entre les Camerounais. Par exemple, la haine, voilà, il veut nous parler. Je vais chercher le début de son message. Bonsoir. C'est normal que les Camerounais soient chassés comme des malpropres. C'est le plus 225, je crois que là, c'est le... On est en Côte d'Ivoire, oui. Au Cameroun ou à l'étranger. C'est un Camerounais qui est en Côte d'Ivoire qui envoie le message. C'est normal que les Camerounais soient chassés comme des malpropres au Cameroun ou à l'étranger. Les Camerounais eux-mêmes. En tant que journaliste, c'est ce qui nous a amené parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes après les évictions, les expulsions du 21 avril. C'est allé partout, même le président de la CEMAC a été saisi et vraiment jusqu'au niveau des hautes autorités, on ne s'attendait pas à vivre un tel acte en ce moment où le président de la CEMAC est quand même un équato-guinéen et un certain nombre de choses. Alors cela a poussé notre curiosité journalistique à aller quand même voir de près. On a appelé un général qui s'occupait de ces expulsions, qui nous a fait savoir qu'il n'y a aucune haine contre les Camerounais et que les gens dramatisent seulement. Actuellement, les expulsions que nous avons vues ne concernent que Mongomo. Mongomo, c'est juste à l'entrée, après la frontière. Quand vous entrez en Guinée, côté frontière, qui appuie aussi, Gabon à gauche, le Cameroun qui vient, et puis vous avez la Guinée équatoriale en face. Donc vous avez Bébéine, après Bébéine vous êtes à Mongomo. Et donc c'est simplement cette zone qui a été contrôlée. Parce qu'il faut dire que la CEMAC effectivement a des soucis avec l'intégration régionale. Tous les organes de notation ont qualifié la CEMAC comme le dernier cercle d'intégration régionale dans le monde. C'est en 2005, c'est là que dans le monde. Oui, dans le monde, c'est le dernier.
Et justement, parce que non seulement nous sommes que 45 millions d'individus, où on pouvait promouvoir un certain nombre d'échanges dont aller et venir. Les premiers échanges sont humains. Si vous n'allez pas à gauche, à droite, les marchandises ne peuvent pas suivre. Vous allez voir qu'ils font à peine la région du Sud, qui n'est pas aussi peuplée que la région de l'Est. Et donc, lorsque on regarde le Cameroun, qui a tout, les ressources humaines, les ressources financières, les ressources, les compétences et tout, si on libéralise, quelle est la part que reviendrait aux Gabonais et aux Équato-Guinéens? Mais François, ils seront dans le village planétaire. Oui, tout à fait. Je suis en train de faire comprendre. Vous avez dit tout cela. J'essaye un peu de faire comprendre au travers de l'enquête. C'est le résultat de l'enquête. Voilà. Le ressenti de ces gens-là. Qu'est-ce qui fait? Ils ont un besoin de protectionnisme. Si on ouvre, qu'allons-nous devenir? C'est pour ça que vous avez trouvé au Gabon, il n'y a aucun Gabonais, s'il y a 100 taximens, sont des Camerounais. C'est des Camerounais. Et un peu de Sénégal. Il y a que ces deux pays ont la même histoire. Ils découvrent le pétrole, ils vivent du pétrole presque à 100%. Et quand la manne arrive, au Gabon, personne ne travaille plus, un peu comme en Libye, donc tout le monde est dans le pétrole. Et en Guinée équatoriale, c'est presque la même chose. Il faut dire que la Guinée entre en UDA en 1985. Et quand elle fait son entrée, c'est le Cameroun qui paye. La Guinée n'avait même pas, le président n'avait même pas un avion pour le déplacement. Quand il fallait se déplacer, il venait avec le... Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'à une époque, il y avait des relations très serrées avec le Cameroun. La Guinée et le Cameroun avaient des relations très serrées. Et beaucoup aussi avec le Gabon. Mais maintenant, quand le pétrole arrive, l'argent de la sous-région normalement profite à tous les citoyens de la sous-région. Donc, puisque nous avons un compte commun au niveau des échanges, nous avons une seule banque centrale qui s'appelle la BEAC ici. Donc, la Guinée qui arrive donc permet que elle paye d'abord ses arriérés au niveau de la BEAC, de la CEMAC et tout ce qu'elle avait, et on monte donc, en payant donc la BEAC, a augmenté son capital à 88 milliards de francs aujourd'hui. Donc, ce n'est pas mauvais qu'un pays qui était petit hier devienne grand. Mais ce qui est dangereux, c'est que les mentalités suivent difficilement de commerçants ou de journalistes qui va effectuer dans le pays. Avec cela, il n'y aurait pas de souci. Mais nous avons donc une communauté qui est extrêmement pauvre et où nous avons également des pays aux alentours qui sont pauvres. Les cas que vous évoquez là, lorsque je fais l'enquête, je me rends compte que peut-être il y a 100 Camerounais à l'intérieur. Vous avez sur les 300, oui. Parce que le ministre de l'Immigration disait qu'il y a quand même il y a des Gabonais, il y a des Sénégalais, il y a des Ghanéens, et il y a tout ce que les Maliens, vous savez que tous ces gens viennent, mais lorsqu'ils arrivent, connaissant les rapports étroits qu'il y a entre le Cameroun et la Guinée, tous disent qu'ils sont Camerounais. Il faut dire qu'ils passent par le Cameroun. Et puis de bonnes relations, voilà. Et tous disent qu'ils sont Camerounais. Alors, pour des raisons de sécurité, parfois, vous savez, la Guinée, chaque État a ses méthodes de sécurité. Bon, ce qui devrait aussi être un cas communautaire, ou avoir au moins des mêmes mesures qui ne nuisent pas à la cohésion sociale. La Guinée, donc, pour des raisons parfois de sécurité, il peut avoir un signalement que nous avons eu des gens qui sont entrés qui ne sont pas nécessairement bien. On veut contrôler, on fait donc un RAF dans une zone comme ça a été le cas, je veux dire à Mongomo, parce que ça ne concerne que la zone de Mongomo. C'est ce que le ministre Abadachama explique, qu'il y a des signalements menaçant la sécurité nationale. Les forces de police et de défense nationale peuvent donc être réquisitionnés pour vérifier les identités des étrangers vivant sur le territoire. Il n'y a donc pas, dit-il, une sorte de chasse à l'homme. Il n'y a pas de chasse à l'homme. Et si on pouvait, et je vais vous dire que il y a des personnalités dans Abadachama qui vivent à Bébéine ou à Mongomo. Il y a même une femme du président de la République qui est à Mongomo. Et ces gens utilisent toutes ces personnes qu'on a dit là, qui soient maliens et tout ça, sont des personnes de chambre, de maison, sont ces personnes qui travaillent là-bas. Et personne n'a envie que ces gens partent.
Et lorsqu'on fait donc les rafles comme ça, malheureusement, parfois on les prend et chaque personnalité est obligée de repayer des papiers. Mais le cas, pour beaucoup, c'est que vous voulez que votre agent que vous avez peut-être eu depuis le Yaoundé, parce que parfois on rentre avec son personnel de maison, vous arrivez là-bas, il n'a même pas de carte d'identité. Vous ne pouvez donc pas lui faire un passeport. Et ça complique donc l'affaire d'établissement des papiers. On rebondit. Et on arrive à ce niveau d'enquête. On rebondit. Parole à le président d'abord et puis c'est après. Oui. Jean-Jacques, j'ai eu comme l'impression que l'aîné est devenu l'avocat des Guinéens. Vous savez, au Cameroun, nous sommes au tribunal tous les jours. Sous-régional. Au Cameroun, lorsqu'on interpelle quelqu'un qui est en situation irrégulière, il est conduit après audition devant le tribunal. Que les Guinéens et les Gabonais interpellent nos compatriotes dont ils estiment être en situation irrégulière, les conduisent devant les tribunaux, après que le tribunal ait statué sur leur cas, qu'ils récupèrent leurs biens. Parce que moi, j'ai rencontré des Camerounais qui sont partis au Congo, en Guinée, au Gabon depuis beaucoup d'années et qui ont perdu des millions. Ils ont perdu des millions de francs CFA. Et l'État du Gabon, du Congo et autres là, n'ont jamais pensé à les indemniser. Et ils reviennent au Cameroun avec des nouvelles vies à recommencer. Vraiment, nous n'avons rien à faire avec leurs affaires. Donc vous n'êtes pas pour la procédure de ramasser les gens et puis de les jeter dehors. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils vont nous respecter. Avec le président Biya, qui est pratiquement de leur génération. Nous sommes une nouvelle génération. Ouais. Et on n'accepte pas de se faire piétiner. Il faut qu'on soit sérieux. Et si ils disent que c'est les Camerounais, les Sénégalais, on dit que non, ils sont Camerounais, ainsi de suite. Arrêtez nos compatriotes. Vous estimez qu'ils sont en situation régulière, conduisez-les devant le tribunal, qu'ils soient jugés et que le tribunal ordonne leur expulsion avec toutes les conséquences que cela entraîne. Sauf sans que nous ne soyons en train de perdre des millions de francs CFA, détruire des vies. C'est pas normal. Parce qu'il y a eu des familles même séparées dans cette affaire-là. C'est pas normal. Ils ont des enfants, qui fréquentent ici à Polytechnique, qui fréquentent dans l'université de Douala. Bon, on va pas... Non, écoutez. Non, c'est bon. S'ils sont en situation régulière, il n'y a pas de problème. S'ils sont en situation régulière, qui continuent à aller à Polytechnique et qu'on sort, on n'a pas de problème. S'ils sont en situation régulière. C'est important que les Guinéens qui nous écoutent, il y a une nouvelle génération d'hommes politiques qui arrive. Il faut qu'ils apprennent à respecter le Cameroun. Vous l'avez déjà dit, président, calmez-vous. Nous avons ici au Cameroun des commissariats à l'immigration. Avant d'entamer la phase judiciaire, comme le président disait, il y a quand même des commissariats à l'immigration, comme vous connaissez en face de la sous-préfecture de Lanka. Et je voudrais dire, pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, le Gabon et la Guinée équatoriale restent des destinations pour aller se chercher? C'est pour cela qu'on est au-delà des faits. Voilà, au-delà des faits. Ça veut dire qu'il y a rien. Les Camerounais qui vont dire qu'ils partent chercher une ville. Lorsque vous écoutez les militants et sympathisants du RDPC, vous dites toujours le Cameroun, c'est le poumon économique de l'Afrique centrale. Ils ont des gros mots. Ils ne manquent pas. Effectivement. Économique, mais pourquoi est-ce que nos compatriotes, j'utilise l'expression, vont se chercher en Guinée et au Gabon et nos frères de ces deux pays-là, forcément, ne viennent pas avec la même allure, la même vitesse et les mêmes objectifs que nos compatriotes? La malgouvernance. Alors, ça veut dire la malgouvernance. Là, c'est ta réponse. Ce n'est pas la réponse. La réponse, elle est simple. Vous êtes 30 millions. Si tous les 2 millions, ça veut dire si tout le pays là, c'est vide pour venir entrer dans Yaoundé, vous saurez. C'est ça la réponse. Vous ne saurez pas. Non, c'est déjà ce qu'il faut prendre. C'est déjà pour dire ceci, Jean-Jacques. Pour dire ceci, la comparaison dans ces états de choses, c'est pas pour chaud. C'est pour dire, Jean-Jacques, que la comparaison dans ces états de choses n'est pas possible. Et cependant,
Mongomo ne dépasse pas Doumentam. Et vous vous rendez compte que le mot chercher, qu'est-ce qu'ils vont faire? le mot chercher, et n'oubliez pas que le mot chercher là ne signifie en réalité rien. La malgouvernance. Ça, le mot chercher là ne signifie rien. La seule chose, c'est que même le simple commerçant de tomates, il vend là-bas dans le marché Mfundi. S'il fait une recette de 10 000 par jour et qu'on lui dise qu'on fait 20 000 en Guinée, il partira vendre pour avoir 20 là-bas. C'est le commerce, c'est la vie. Donc, cela n'explique en rien. Il ne fait pas 20 000 en France. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Alors, ils vont chercher le travail pour la plupart. Il paraît qu'on paye bien là-bas. Même les femmes de ménage disent qu'on paye bien là-bas. Même les enseignants. Même les filles qui dansent. Déjà, on paye bien de ce côté-là. Les gars sont mieux payés là-bas que ceux d'ici. C'est-à-dire que lorsque le RDPC vous fait comprendre, on peut vivre paisiblement au Cameroun avec 36 800. Non, le Cameroun est une terre d'opportunité. Il faut le reconnaître. C'est un nouveau slogan. Ça veut dire que ce sont les mauvaises conditions de vie au Cameroun. Ça ne va pas. C'est pour ça que j'appelle ça des fuites. Cet exil-là, cet exode-là, ce sont les conséquences de la malgouvernance au Cameroun. Non seulement au Cameroun, Il y a des exodes partout dans le monde, Cyril Massène. la question de la citoyenneté produit. ces politiques financières-là, fiscalo-douanières, qui doivent être davantage assouplies. C'est-à-dire que ce sont de grandes barrières, ce sont des freins à la libre circulation des biens des personnes. Tout à fait. Ce sont des freins même. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous puissiez implanter une entreprise au Cameroun et avec par exemple tous ces démembrements des succursales dans tous les autres pays. Là encore c'est difficile. On a eu le cas Bernard Foko dernièrement. C'est-à-dire ça a mis sur la table le débat de l'acceptation et de la concurrence des commerçants sous-régionaux. Pourtant nous avons des compétences, nous avons des intelligences. Mais nous avons comme une petite chefferie avec des notables. Nous avons une grande chefferie avec des notables qu'on appelle la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui nous ont habitués à se réunir parfois 1 ou 2 fois par an. Sommet CEMAC à Yaoundé, à Bata, à N'Djamena. C'est le sommet extraordinaire maintenant. Extraordinaire ou ordinaire. C'est un peu ordinaire. On finit de dynamiter les médias, on prend un communiqué final, mais après il n'y a plus rien. Et quand on revient pour un nouveau sommet, on produit encore un autre communiqué final avec d'autres décisions qui ne sont, pourtant celles antérieures n'avaient déjà pas été appliquées. Absolument. Ça devient comme, ça devient vulgaire. Alors, on interroge là la faiblesse de la communauté de notre sous-région qui ne réussit pas à s'organiser pour au moins respecter ne serait-ce que les engagements régulièrement pris. Effectivement, parce que je voudrais que le RDPC retienne ici ce que... Qu'est-ce qu'il y a avec le RDPC? Tout à l'heure que la sous-région Afrique centrale, c'est la dernière dans le monde. Moi, je parlais de l'Afrique, mais c'est la dernière dans le monde. Ça veut dire que rien ne fonctionne. C'est du verbiage. Et la qualité des hommes, le profil des hommes qui siègent à la conférence des chefs d'État et de gouvernement, ils sont dépassés par les événements. Je ne vois plus le président Obiangema très efficace dans l'action communautaire. Le président Biya, pareil, lui qui n'assiste plus régulièrement à ces assises-là, qui sont quand même, la conférence est quand même le sommet. C'est l'organe quand même suprême dans cette communauté-là, dans cette organisation internationale. D'accord, on note la faiblesse, on est au-delà des faits, parce qu'il ne faut pas seulement s'arrêter, on a expulsé, est-ce que le Cameroun a réagi, est-ce qu'on va demander qu'on nous respecte au Cameroun, c'est le ministre des Relations extérieures que le patron de la diplomatie, c'est le président de la République. Et il y a une question de souveraineté. Lorsqu'on est titillé dans sa souveraineté, Donald Trump a juste fait une annonce où il parlait à peu près, entre guillemets, de l'invasion du Canada. Vous avez vu ce que ça a fait. Il y a eu des descentes, il y a eu des appels sur le terrain des populations mexicaines qui s'offusquaient, qui s'érigeaient contre. Il ne faudrait pas seulement qu'on mobilise des gens pour dire appel à la candidature en octobre du champion de Paul Biya, le premier mototaximan. Les Camerounais doivent aussi sortir. Le RDPC doit mobiliser pour que le Cameroun demande à être respecté de sa souveraineté. Alors, je reste par la même porte, celle de l'entrée, qui parlait de ce que les Camerounais vont si massivement chercher en Guinée équatoriale.
si on prend Ngomo, et que ceux qui sont soupçonnés d'être en situation irrégulière sont plus de 300, imaginez les grandes villes, ça veut dire que c'est par milliers que les Camerounais se trouvent de ce côté-là. Ils vont chercher quoi? Non, Jean-Jacques, c'est pas discutable. Hein. Chaque être humain veut le bien-être. Les Camerounais qui vont au Gabon ou en Guinée équatoriale vont là-bas pour le bien-être. Donc il n'y a pas le bien-être sur le continent? Il n'y a pas suffisamment de bien-être. C'est moi le plus fort, locomotive. Il n'y a pas suffisamment de bien-être, Jean-Jacques. Il faut comprendre, je disais tout à l'heure, les relations internationales, c'est trois sous-relations. Il y a la relation politique, il y a la relation économique et il y a la relation commerciale et socio-culturelle. Qu'on ajoute très souvent. Voilà les trois relations. Et dans les relations internationales, il ne peut pas avoir d'intégration si on n'abandonne pas une partie de sa souveraineté. Ce n'est pas possible. Absolument. Le grand frère François parlait maintenant, dans l'enquête qu'il a eu à mener, du protectionnisme. Mais si on continue, c'est bien, non? L'étude du président, pas le camp franglais. Qu'avant c'était le pidgin, maintenant c'est le camp franglais. Il a tâté le terrain From, et From veut dire longtemps. Et il a vu qu'il est fertile. En d'autres termes, pour lui, il n'y a rien en face. Il est temps de quitter dans les affaires où Jésus a dit que si on te gifle sur la joue droite, donne la gauche pour qu'on gifle encore. C'est maintenant ou jamais qu'il faut administrer une petite fessée souveraine à ce voisin qui oublie d'où il vient. Bonne émission. Benoît Titi, Abidjan en Côte d'Ivoire, le plus 225. On vous salue là-bas en Côte d'Ivoire et merci de participer à nos programmes. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, à l'attention du journaliste spécialiste de zone CEMAC. Combien coûte la carte de séjour d'un Camerounais en Guinée équatoriale ou au Gabon, monsieur le spécialiste? 600 000 euros. 600 000, à peu près. J'ai vécu 16 ans au Gabon avant de rentrer au pays et à cette époque, je payais 863 000 pour la carte de séjour et pour un citoyen de la zone CEMAC. Je comprends bien le débat autour du fait qu'il faut se conformer aux lois et règlements du pays d'accueil, mais les actes posés montrent clairement que l'on ne veut pas de vous. Deuxièmement, la xénophobie que nous subissons là-bas est sans commune mesure. Je voudrais savoir en retour... Les États n'ont pas d'amis. Il y a des intérêts. Des intérêts. Voilà. Malheureusement, lorsque nous prenons le président Biya, nous prenons le président Sassou, nous prenons le président Obiang. J'ai vécu plusieurs rencontres où vous voyez les jeunes présidents très mal à l'aise parce qu'ils ne se parlent presque pas. Quand ils arrivent, c'est comme un syndicat de club, et ils finissent de décider. Parfois, on dit à un jeune, c'est vous. Je me rappelle, on avait dit à Omar Bongo, le petit, Ali. Oui, parce qu'ils ont créé au sein de la CEMAC, un organe qui devait s'occuper de l'emploi des jeunes. Et on lui a dit, c'est toi qui es jeune, tu vas le porter. Je ne sais même pas si ça a marché une année. D'accord. Donc, le problème est à ce niveau. La gestion au niveau de la CEMAC est paternaliste. C'est-à-dire que... Il y a les sages. Quand vous arrivez aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes président, chef d'État, souverain, que vous allez parler au même niveau que l'ancien, le Nongi par exemple, ou le patriarche de tel. Donc c'est cela le véritable problème. Et malheureusement aussi, la gestion est presque familiale. C'est-à-dire qu'elle commence à la présidence et elle descend. Et ce qui voudrait dire que si vous n'avez pas suffisamment de cotes au niveau des présidents qui sont des tenteurs, entre guillemets, de la souveraineté, vous n'êtes pas suffisamment épaulé. Et il y a eu beaucoup de conflits des gens compétents qui ont travaillé dans la sous-région, mais du fait qu'ils ont eu en face un membre ou un proche de la famille présidentielle, parce que ça commence toujours en descendant, personne n'a jamais eu raison. Et ça, c'est l'un des problèmes qui est aujourd'hui un problème de gouvernance aussi régionale qui doit être corrigé. J'appelle ici vraiment à une réforme de nos institutions, parce que si on ne met pas en face, que nous prenons au niveau de la BCEAO, qu'est-ce qui se passe là-bas, la CEDEAO, qu'est-ce qui se passe? C'est la compétence. Vous n'allez pas me dire que, regardez les organes qui sont là-bas,
Même si vous êtes le fils ou le neveu d'un chef d'État, vous avez une compétence au poste où on vous envoie. Et essayons de cultiver la même chose. Les jeunes ne vont plus partir de la On va faire comment? Les jeunes ne vont plus partir de la Il faut réserver la place d'Obiang. Il faut réserver la place d'Obiang. Il faut réserver la place d'Obiang. Alors, je pense que le lion a maigri. Comment les Camerounais peuvent être torturés sans réaction prompte grâce à la réaction de Patrick Tolambo d'écrivit, il dit que le lion a maigri. Donc je lis juste 2 messages. Bonsoir, le journaliste en jaune ne sait vraiment pas ce qui se passe. Quand il y a par exemple manifestation au Gabon, si tu es Camerounais, mieux vaut rester chez toi. Si on te rafle à ces endroits-là, on ne veut pas savoir si tu es participant ou pas. Tu vas payer le prix gros. Rappelez-vous oui, naturellement, quand il y a manifestation, on va te mettre à l'abri. Mais j'ai dit c'est la même chose que j'ai dit de la Guinée. Même ici, si tu veux manifester là-haut, au Cameroun, les Français ne viennent pas s'associer à la manifestation. Alors, on va peut-être la terminer. Voilà. Ouais, c'est juste un petit jeu de lumière. Hein. On n'est quand même pas habitué. Bonsoir le panel. Ce qu'on fait au Gabon ou en Guinée doit dresser le moral des Camerounais puisque l'incivisme a atteint des proportions et les Camerounais ne veulent rien comprendre de bon. Ils ne respectent pas les lois. Nicolas du côté d'Ambam, ça dit qu'il vit ça. Il a la frontière. Il sait exactement ce qui se dit des deux côtés de la frontière. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Le Cameroun doit prendre ses responsabilités. Si nous étions une île, allions-nous compter sur quel voisin pour aller faire fortune? Assurons le bien-être des Camerounais. Le Cameroun est assez vaste et il y a des terres. Maître Mekafidélis depuis Douala, il faut assurer le bien-être des Camerounais au Cameroun. Voilà, bonsoir. Le Nigeria n'a envahi pas le Cameroun comme on... Là, je ne sais pas trop, le message est coupé. Voici un pays où les étrangers menacent les nationaux sur notre territoire, même très faible diplomatie camerounaise. Bonsoir le panel. Juste dire que les voisins sont utilisés par les forces halogènes et créer une instabilité politique au Cameroun à l'approche de l'élection présidentielle. Souvenez-vous du fameux mur qu'ils ont voulu construire en 2018, toujours à la veille des élections. Donc ce n'est pas simple cette affaire-là. C'est ça, non, Cyril? Donc prenons la mesure de la chose. Je crois que nous devons renouveler notre classe politique pour de nouveaux défis. Merci Djeng et Vincent de Paul depuis Nkolmesen qui envoie ce message. Allons-y très rapidement. Non, je voulais déjà dire que la tempérance n'est pas synonyme d'une faiblesse. Voilà. C'est une citation du Nongi. Et je crois que on le vit assez. Moi, j'ai dit ici que le Cameroun, très différemment de ce que pense le président de GC, on ne peut pas tout de suite frapper la main sur la table, vous allez nous respecter. Parce qu'ils nous respectent. Et on n'a plus qu'un moyen de se faire respecter. Vous avez même constaté autour de cette table que chaque fois on s'approprie tout le problème. C'est déjà un signe de suprématie qui est démontré ici. Il y a eu les expulsions qui ne sont pas uniquement les Camerounais, mais c'est en majorité Camerounais et les Camerounais s'approprient tous. Donc, on se fiche aujourd'hui s'il y a eu les Gabonais là ou les Tchadiens, on dit seulement les Camerounais. C'est un signe de suprématie. Ouais. Et il faut donc reconnaître que, je l'ai dit ici, qu'il y a un problème, un complexe d'infériorité qui ne va pas manquer. Ce sont les méfaits, n'est-ce pas, de la libre circulation. Parce que, c'est comme l'a dit tantôt, que la libre circulation n'est pas libre installation. Oui. Et c'est ça qu'on rappelle toujours depuis 2022 au Cameroun. Que lorsque vous partez faire 3 mois, après 3 mois, vous devez quitter. Avant de revenir, vous pouvez revenir même une semaine après. Mais parce que après 3 mois, ce n'est plus la circulation. C'est déjà l'installation. Et c'est de ça, voilà. et c'est ça que nous condamnons. Il est vrai que nous avons condamné, là, c'est sans excuse, une certaine brutalité pour expulser les Africains. En tête les Camerounais, même si nous sommes en train de défendre que les Camerounais, on sous-entend quand même que la brutalité. Violation du principe du non-recours à la force
et du maintien de la paix. Oui, il y a violation. L'un des principes clés. Et je dirais même que ici, je dirais mais je vais rappeler quand même à quelqu'un ici que si on veut situer la mauvaise gouvernance par ces déplacements-là, ce que vous avez faussé le débat. Vous n'allez pas me dire que vous ne pouvez pas évaluer, n'est-ce pas, le nombre de Nigérians qui sont au Cameroun. Alors, on va se retrouver. On vient chercher le bien-être au Cameroun. Et vous ne pouvez même pas mettre en comparaison parce que les Camerounais qui sont en Guinée ou au Gabon ne constituent même pas un dixième des Nigérians qui sont au Cameroun pour chercher. Combien d'enseignants on a au Gabon? Je sors en disant que Cette comparaison ne nous aide pas et c'est très loin du problème. La seule chose, c'est que les Africains se déplacent pour chercher. C'est leur habitude. Ça, c'est l'habitude. Les Africains se déplacent à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce n'est pas la merci. C'est la bagarre. Ce n'est pas la bagarre. Vous savez, on ne change pas un pays avec les Ave Maria. On ne peut pas changer un pays avec les Ave Maria. On a donné notre pays à Marie, non? On charge le pistolet. Vous savez, il faut que nous créions les conditions nécessaires pour que nos compatriotes puissent rester aussi au pays. Et que s'ils veulent même sortir, qu'ils sortent avec les moyens conséquents. D'où l'urgence qu'il y a à instaurer des unités de transformation dans chaque bassin de production et de changer notre école. Parce que si nous continuons à former des chercheurs d'emploi, de former des créateurs de richesses, on sera toujours avec des gens qui vont en immigration clandestine. Donc il est urgent aujourd'hui de rechanger notre curriculum de formation académique depuis la maternelle. Parce que si vous formez quelqu'un qui en 25 ans vient dire le yo, mais Yamas ou te Yamas, on sera dans le même scénario des gens qui sont toujours en exil. Et il y a la malgouvernance. Parce que voyez-vous, tout à l'heure vous parliez de recrutement par famille. Si vous avez instauré un système de recrutement par ordre de mérite, y compris ceux qui ont échoué dans les concours et les examens, les Camerounais seront contents de rester et ramèneront le pouvoir d'achat des Camerounais avec l'augmentation des salaires. D'accord, c'est difficile d'interrompre un candidat à l'élection présidentielle. Même si les électeurs. Le mot est passé, oui. Une minute. Finalement, la solution serait quoi? On a 60 secondes. La solution, c'est de mettre en place, effectivement, parce que ça reste encore une annonce du MINREX, au-delà des annonces, que cette plateforme concertative soit effective, où les dépositaires de la diplomatie camerounaise et de la diplomatie équato-guinéenne vont se parler, avec toutes les représentations des corporations commerciales, syndicales et tout ce que ça comporte. Parce que, généralement, dans la diplomatie, on met à l'écart ceux qui sont même au cœur de ces affaires, les acteurs. Que les noms disent. On reste des bureaucrates avec toute la courtoisie diplomatique, avec toute l'élégance diplomatique, mais ça ne règle pas les problèmes de fond. Il faut comme des états généraux de la diaspora camerounaise, que le MINREX organise. Ça, il le faut, parce que au-delà, quelqu'un dira que ce sont majoritairement des commerçants là-bas. Le problème, la faiblesse du passeport camerounais sur la scène internationale, la faiblesse des diplômes camerounais sur la scène internationale. Là, ce sera notre débat. Il y a la COVAC, le siège au Gabon, mais il y a les membres au niveau de la DEAC. D'accord, on finit avec toi, François. On finit avec toi. Finalement, la solution, après ton enquête. Oui, deux solutions. Oui. La première, il faut que les chefs d'État qui sont dépositaires de la sécurité des citoyens au niveau de la CEMAC prennent la situation en main. Parce que de nos 6 États, aucun n'est séparé par une rivière ou un fleuve. C'est la terre. Chacun peut passer à pied. On n'a pas besoin absolument de passeport. Deuxième, nous sommes que 45 millions. Nous ne sommes même pas forts pour pouvoir faire quelque chose économiquement ni humainement parlant. Donc, si nous devons être forts, il faut déjà qu'on brise les frontières. Quand vous allez au niveau de l'Afrique de l'Ouest, je peux entrer par le Togo, je me retrouve au Sénégal, je me retrouve un peu partout. Juste parce que je suis entré dans un pays. Cela devrait se ressentir. On n'a pas besoin
les mesures sécuritaires, c'est bien, mais au-delà de la sécurité, vous disiez que les pays sont petits, mais si on prend le Qatar, on n'a pas besoin d'avoir un grand espace pour être fort. Les espaces ne sont pas les espaces qui nous rendent forts, mais les dirigeants. Si nous avons de bons dirigeants, ils peuvent rendre un petit espace aussi grand et aussi fort.